Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h50. Voici les titres du journal. À la une ce soir, le bonheur de l'enfantement, elle le vit pleinement depuis 3 mois. Une femme a donné naissance à 9 enfants. Les parents des non-nuplés essayaient d'avoir un autre enfant depuis 14 ans après la naissance de leurs jumeaux. 4 ans déjà que le journaliste Samuel Ouazizi n'est plus. Depuis lors, le mystère plane toujours sur les circonstances de sa détention et de sa mort. Des voix s'élèvent au sein de la corporation contre l'injustice et le climat de peur imposé par le régime. Des présidents de clubs de football signalés hors jeu à Douala. Les forces de l'ordre ont jugé la conférence de presse comme une faute en raison d'un défaut d'autorisation de manifestation publique. La chronique sport tente de comprendre le climat de crise à la Fédération camerounaise de football. Et dans l'actualité également, Cameroun-Nigeria, c'est la grande affiche de la journée du championnat d'Afrique de volleyball dames au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Les Lions indomptables veulent confirmer après leur victoire hier en ouverture face au Burundi, 3-7-0. Voilà pour les titres. Une naissance, 9 cris. C'est la belle expérience d'une mère qui caresse le rêve depuis 14 ans d'un nouvel enfantement. Ce bonheur, elle le vit depuis 3 mois. Elle a donné naissance à 9 enfants. Ces non-nuplés viennent à grandir la famille qui comptait déjà des jumeaux. On voit cela dans ce reportage d'Elisabeth Ngom et Stéphane Binac. Il suffit à peine sur ce lit de 2 places. Des non-nuplés, 6 filles, 3 garçons, nés il y a 3 mois dans la ville de Limbé, au Cameroun. Leur maman que voici, de nationalité nigériane, peut aujourd'hui célébrer ce miracle divin. Je remercie tous ceux qui nous ont encouragés, tous ceux qui nous ont mis dans leurs prières, et j'aimerais dire que rien n'est impossible à Dieu. Sa maternité, elle la poursuit désormais dans la ville de Douala. Au quartier IPD, c'est l'objet de toutes les conversations. Antonia Obianodiou, âgée de 45 ans, nous confie que c'est au bout de 14 heures qu'elle a vu naître ses 9 bébés, alors que l'échographie des premiers mois avait révélé l'arrivée des jumeaux. J'ai fait la layette pour 2 bébés, mais à ma grande surprise, je me retrouve avec 9 bébés, puisque l'échographie avait confirmé 2 bébés. J'ai commencé l'accouchement à 10 heures du matin et terminé vers minuit. 4 sont nés sans problème et 5 ont suivi les soins. Avec la naissance exceptionnelle de ces 9 bébés, elle en compte désormais 11. Il y a 4 ans, il mourait dans des circonstances encore non élucidées à ce jour. Samuel Ouazizi avait été arrêté le 16 août 2017 à Bouya, transféré à Yaoundé avant que l'annonce de sa mort n'intervienne. Avant ces événements, Ouazizi disait craindre déjà des représailles du fait de ses positions critiques envers les autorités au sujet de la gestion de la crise anglophone. Michael Tipkio et Thierry Nana. La douleur terrasse encore les avocats de Samuel Ouazizi. Ils continuent de se poser des questions autour du décès du journaliste 4 ans plus tard. Moi, en tant qu'avocat et défenseur des droits de l'homme, je suis vraiment choqué dans mon âme et c'est inexplicable parce que je ne sais même pas comment expliquer ce genre de situation. Que dans un État qui est censé protéger ses citoyens et ses biens, que nous soyons à 4 ans sans suite favorable du tragique décès de ce brillant journaliste. Responsable de sa sécurité pendant sa détention, les autorités sont appelées à fournir à sa famille et ses avocats un compte rendu complet des circonstances de sa détention et de sa mort. Où se trouve le corps de Samuel Ouazizi? Nous avons toujours posé la question. Il est mort entre les mains du gouvernement du Cameroun. Quelle que soit
l'origine de sa mort. À partir de ce moment-là, même c'est comme si vous recevez quelqu'un chez vous, un étranger, n'importe qui, votre frère, et qui vient mourir chez vous, vous avez la responsabilité d'établir la vérité. La corporation des journalistes décrit un régime de terreur où l'impunité met en péril l'état de droit et la jouissance des libertés fondamentales. Le silence, c'est une complicité criminelle dans un pays où on a décidé de casser toutes les plumes et les micros. Donc nous sommes dans un pays où le journaliste qui est la lanterne de la société n'est pas pris en considération. Après Ouazizi, nous avons eu d'autres cas et actuellement nous sommes dans un processus pacifique, c'est-à-dire de protestation silencieuse. Des voix continuent de s'élever pour demander que lumière soit faite sur cette affaire. La famille demeure confuse depuis l'annonce de sa mort. Ça fait 4 ans aujourd'hui que Ouazizi est décédé. On ne peut pas aller chercher le cadavre. Le gouvernement du Cameroun doit ouvrir une enquête indépendante. On doit connaître la cause de sa mort. Puis, une autopsie doit être faite sur le cadavre. Le corps doit ensuite être remis à la famille pour que tout soit clôturé. Si compensation peut être faite, elle doit être faite. Mais à ce jour, nous n'avons rien entendu du ministère de la Défense et du gouvernement. Des défenseurs de droits humains dénoncent la violation de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Cette convention interdit les disparitions forcées et engage les États à les enquêter et à poursuivre les responsables. Le Cameroun l'a ratifié en 2013. Et après les morts enregistrées dans des accidents de la route à Doumé et à la falaise du Mbé, le ministre des Transports a sanctionné les compagnies impliquées. Une décision jugée salutaire par les acteurs du secteur, mais qui, selon eux, ne touche pas le fond du problème. Constant Kamga. Le coup de frein du patron des transports sur les compagnies de voyage terrestres interurbaines, comme c'est le cas en ce moment, pour Touristique Express et Avenir de la KDI, n'a jusqu'ici pas réussi à stopper les accidents mortels de la circulation. Il ralentit certes les drames sur nos routes, mais ce n'est visiblement pas la solution. Il faut tenir compte d'un ensemble de paramètres impliquant toute la chaîne. Une portière ouverte par l'Observatoire indépendant de transport. La route ne tue pas, mais il faut que les routes soient bonnes. La deuxième chose, c'est qu'il faut que la qualité de la formation des chauffeurs soit améliorée. Or, on sait aujourd'hui qu'au Cameroun, on n'a pas d'infrastructure de formation des conducteurs d'engins et de bus. Le bon état des véhicules, c'est le b.a.-ba, il faut qu'on parte de là. Dans son jeu de phare, l'Observatoire indépendant de transport, par la voix de son secrétaire général, salue la décision de Jean-Ernest Massénanga-Libéhé, tout en indiquant qu'il peut aller plus loin. Un chemin également emprunté par l'organisation patronale des syndicats des transporteurs et auxiliaires du Cameroun, pour une raison toute simple, ça mènerait tout droit vers des mesures plus sécurisantes. La lutte drastique contre le transport routier clandestin, le ministre et le ministère du Travail doivent se mettre ensemble pour essayer de voir les conditions de travail. Parce que c'est un problème. Il y a aussi le problème des camions. Madame, je vous dis, les camions sont aujourd'hui à 80% la cause des accidents. Parce que les agences de voyage, quelques-unes, même touristiques, ont pris des mesures pour former son personnel et les chauffeurs. Mais vous voyez qu'on revient tout dans les accidents. Autre solution signalée, l'installation des caméras de vidéosurveillance embarquées pour transport bus, telle qu'initiée par le ministère des Transports, même si ça coince niveau coût de son point de vue. Et reparlons des résultats du DCI session 2023 sur leur mauvais côté. Près de 2000 candidats viennent d'être en effet sanctionnés. Ils écopent d'une suspension d'1 an chacun. Parmi eux, 33 élèves du sous-centre La Fierté Bilingual International College de Yaoundé. Le motif de tricherie, similitude dans des réponses d'une des matières apprenantes. Et les candidats et leurs parents clament leur innocence, dénonçant la sourde oreille de l'institution en charge de l'organisation des examens officiels du sous-système anglophone. DCI Board, des sanctions au cœur de la polémique. C'est une enquête signée Arnaud Guefak et Raoul Ngofo. Par ici, le chagrin. Quelques têtes de candidats bannis. Mauvais compte, bilan, post-examen JCI Advanced Level.
Ils sont dans la mêlée de quelques 2000 candidats sanctionnés par le DC Board pour la session de juin 2023. Les parents partagent leur peine. Dans leur recherche d'informations au sujet de ce verdict non motivé, les sources sont presque muettes. C'est comme si c'est une porte fermée. Je suis restée au DCE Board de 8h à 19h45 sans être reçue. La seule réponse que nous avons eue, c'est qu'il y a eu des similitudes à la correction du mathématique Pepatu. Curieux, les candidats sanctionnés sont les meilleurs de la dite matière. Comme Yvan, élève reconnu brillant et studieux, toujours premier depuis classe 1. Les mathématiques, il les dompte à toutes les évaluations sans difficulté, comme en témoignent ses bulletins. Depuis que je suis en 6e, il n'y a jamais eu moins de 14 et 15 en maths. Je suis toujours max en maths. Du premier au dernier examen blanc, j'ai toujours eu mention A. Les enfants sont sous le choc. Les parents craignent le pire. C'est dur pour nous. Et je peux vous dire aujourd'hui avec beaucoup de douleur, quand j'ai vu ma fille vouloir se suicider parce qu'elle dit qu'elle n'a pas échoué, elle a bu l'eau de Javel. La thèse de tricherie surprend tout le monde, même les responsables du sous-centre, dont les rapports ne signalent aucun incident lors du déroulement des épreuves. Au contraire, le dispositif mis en place par le DCE Board est questionnable. Tenez par exemple le chargé de mission qui revient dans un même établissement, on peut dire plus de 2 fois. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est un. Deuxième chose, les surveillants qui étaient auprès de ces enfants, qui ont attesté qu'il n'y a pas eu de tricherie, on ne les a pas interpellés, ils n'ont pas été sanctionnés. Pour le moment, seuls les candidats subissent. Les responsables de la représentation du DCE Board à Yaoundé rencontrés déclarent nos caméras non grata et refusent tout commentaire, prétextant que la décision a été prise par un conseil et donc irrévocable. Dernier mot de l'accusé. Il y a 2 semaines de la rentrée scolaire, les parents sont déjà à la recherche des établissements pour leurs enfants. À Douala, ces derniers ont déjà défini les critères de sélection des écoles. On voit cela dans ce reportage d'Arun Nazira et Henri Tina. À Douala, 7 parents sur 10 se fient à la notoriété d'une école avant d'y inscrire leurs enfants. Le suivi scolaire et l'environnement sont importants pour l'épanouissement intellectuel de la progéniture. Le choix de l'établissement, c'est par rapport au succès de l'établissement, par rapport aussi à la morale, c'est qu'on essaie d'inculquer aux enfants. Le cadre aussi de l'école est important, c'est que l'enfant doit manger à l'école, pour que l'enfant ne rentre pas à la maison avec des indigestions et tout. C'est important pour l'enfant et pour les parents aussi. Le choix pour moi des établissements de mes enfants, selon l'enseignement. La proximité entre l'école et la maison fait également partie des critères de choix. Généralement, moi, je préfère les établissements qui sont un peu à proximité de la maison parce que ça limite aussi les risques aux enfants, surtout les enfants qui sont mineurs. Pour d'autres, pas besoin de changer d'établissement. On garde le cap. C'est préférable que l'enfant continue où il a été depuis la base, non? Parce qu'il y a le suivi des enseignants, il y a ses camarades de classe. Bon, l'environnement est déjà bien habitué. Sachant que ces derniers temps, là, vraiment, on ouvre les établissements partout. C'est préférable qu'on conserve l'enfant dans une seule école et finir son cursus scolaire avant de passer peut-être à une autre étape. Après le choix des écoles, place aux méthodes de paiement des inscriptions. Et plusieurs commerces ont sorti leurs dernières économies pour ajuster leur décor à quelques jours de la rentrée scolaire. À Yaoundé, par exemple, de nombreux magasins et espaces de vente se mettent aux couleurs des fournitures scolaires, le tout pour ne pas passer à côté du gagne-pain de la rentrée. Reportage Bénédicte Ngono et Bertrand Tiassé. Sous ce hangar, Armel a installé fournitures et gadgets scolaires. Vendeurs d'appareils électroniques à la base, ils vendent maintenant un peu de tout ce qui a trait à la préparation de la rentrée scolaire.
Une option bénéfique pour lui. Généralement, pendant la rentrée scolaire, on vend les cahiers, les fournitures scolaires, les sacs, hormis les livres en fait. Donc c'est une activité saisonnière, donc septembre ou plus tard, fin octobre, c'est fini. Un peu plus loin, des magazines de vêtements, d'appareils électroménagers, des parfumeries et même des librairies qui ne se sont pas contentées d'exposer juste leurs articles habituels. Ici au marché Toudi à Yaoundé, Nelly opte pour la vente des tenues et imperméables. Je vends les tenues du lycée, les tenues des collèges. Je vends plusieurs gadgets. Ça passe, ça sort, oui. L'année dernière, ça a été très rentable. Raison pour laquelle j'ai refait la même chose cette année. La clé des ventes passe par la stratégie de communication mise en place. D'ailleurs, ça attire plus de monde et vous avez vu aussi, là on a mis la bâche. La bâche, ça capte un peu l'attention de certaines personnes. Moi, je vends les tenues à 6 000. Tous les lycées, lycée, c'est tenues bleues. Et collège, c'est un collège qui sont dans les environs, oui. Je vends 6 000 francs. C'est plus bas parce qu'au marché, on vend les tenues à 7 000 francs. Oui. Moi, je suis d'abord quelqu'un qui fait dans les salles depuis des années. Moi, j'ai mes prix à moi seul. J'ai habitué mes clients à ce sens-là. Donc, ce qui est sûr, quand le moment arrive, ils viennent toujours me surprendre sur le terrain parce qu'ils savent que non, j'ai des prix favorables pour eux. À environ 2 semaines de la rentrée scolaire 2023-2024, les libraires traditionnels ont fort à faire pour tirer leur épingle du jeu. La concurrence dans le secteur est rude. Parlons à présent des logements sociaux. À qui revient l'entretien de ces lieux? Une question qui taraude l'esprit de plus d'un Camerounais. À Douala, précisément, Séquence 6 affiche un visage peu reluisant entre délabrement et inconfort. Les habitants dénoncent dans ce reportage d'Elisabeth Ngaume et Henri Tina. Des murs moisis, des canalisations et conduites d'eau endommagées, des voies d'accès inondées, le visage des logements de la Société immobilière du Cameroun affiche grise mine. Du carrefour des immeubles à Koto, au lieu-dit rond-point Petit Pays, en passant par Bonamoudi, les locataires disent être condamnés à vivre dans cette saleté. Maintenant, là, on ne peut rien. Parce qu'on nous impose de rester comme on est là. Quand j'entrais ici, il y avait des balayeurs du premier niveau jusqu'au rez-de-chaussée. Maintenant, là, regardez, fixé là. L'eau, quand il pleut, vous voyez la barrière qu'on a mis là, c'est pour monter dessus, pour entrer aux immeubles. Ce n'était pas comme ça. Au niveau des toitures là, ça sointe. Les escaliers là, du haut jusqu'en bas, on nettoyait. Maintenant, c'est abandonné. L'obscurité. Ici, l'entrée est construite sous pilotis, obligeant les résidents de cet immeuble à se plier en quatre pour y accéder. Les couloirs qui mènent dans les appartements sont tout obscurs, de jour comme de nuit. Les populations environnantes payent le prix de cette négligence. Elles, qui étouffent également sous les odeurs nauséabondes qui se dégagent des bacs à ordures installés non loin de ces habitations. C'est vraiment très sale, très sale. Il y a même parfois quand on arrive aux alentours de certains, il y a même les odeurs qui sont tellement nauséabondes. Donc c'est invivable. Moi je suis ici depuis près de 20 ans déjà et je ne vois pas trop de changement. Quand il y a la pluie là, l'eau monte et on n'arrive pas à entrer. Ça entre même dans certains appartements du bas. Même la pelouse, ça pousse et il n'y a personne pour entretenir ça. Si le gouvernement pouvait nous aider à arranger un peu l'état des cycles, si ça devait nous plaire. Un environnement insalubre, capable d'ôter l'appétit aux plus affamés. Les résidents de ces canciques invitent les autorités de la ville à prendre leurs responsabilités. Et je vous l'annonçais en titre, la conférence de presse de certains présidents de clubs de football n'a finalement pas eu lieu ce jour à Douala. Les forces de l'ordre l'ont interrompu, faute d'autorisation de manifestation publique. Les présidents ont tout de même pondu un communiqué chargé de revendications. La synthèse avec Mathieu Fangwa. Ces présidents de clubs demandent la tenue d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale de la Fédération, à l'effet de constater la vacance à la présidence de la FECAFOOT. Ils prennent également la décision de ne prendre part au championnat professionnel saison 2023-2024 que sous la conduite de l'administration de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Seul gage, selon eux, de l'équité sportive et de l'intégrité de la compétition. Ils demandent par ailleurs instamment au président de la Ligue
de convoquer une session de l'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel du Cameroun dans le but de préparer le lancement des championnats MTN Elite One et 2, saison 2023-2024. Ils affirment également avoir pris connaissance des différentes sentences du tribunal arbitral du sport sur les cas de la parenthèse sportive d'Undé, Guibaï Gatama, et déclare avoir pris note du communiqué de la Confédération africaine de football au sujet de l'ouverture d'une enquête sur le président de la FECAFOOT. Cette bataille des présidents de club n'est que l'une des patates chaudes de la Fédération camerounaise de football. Et pour comprendre un peu le climat de crise qui prévaut au sein de cette fédération, voici la chronique d'André Mirabouma. Nous n'y arriverons pas sans le soutien du peuple camerounais, tout le peuple camerounais. Les larmes de Samuel Eto'o le 11 décembre 2021, juste après son élection à la tête de la Fédération camerounaise de football, peut être un signal de fin de paix à Tinga et le début d'une crise sans issue. L'aurore d'un mandat fait de tensions et de haine verbale. 18 mois plus tard, la rupture est profonde, les poches de résistance de plus en plus tendues. Rarement, les acteurs du sport au Cameroun ont été autant divisés. Une guerre de rapaces entre hibou et corbeau, des affidés de moins en moins conciliants, des opposants de plus en plus réfractaires. Les récentes décisions du tribunal arbitral du sport enveniment un peu plus une situation déjà inextricable. Comment envisager désormais un comité exécutif de la FECAFOOT avec dans la salle un Guibaï Gatama banni un an plus tôt? Quel avenir pour la Ligue régionale de l'Ouest? François Ouedem, élu et mis en quarantaine pendant 12 mois, risque de retrouver un fauteuil quasiment en feu. Quel scénario pour le championnat professionnel? Une panthère à réintégrer après une saison blanche et sèche. Les relégués et les sanctionnés du bail écoulé vont certainement sortir du bois. Quel avenir entre le patron de Tinga et celui de la Ligue de football professionnel du Cameroun? Pierre Semengue, écarté quelques mois seulement avant sa fin de mandat, va-t-il reprendre les rênes d'une institution devenue un caillou dans la botte de la FECAFOOT? Moins d'un mois avant le crucial Cameroun-Burundi à Garoua, match vital pour les Lions indomptables sur la route de la Côte d'Ivoire, il est peut-être temps de baisser les armes. Le moment pour hibou et corbeau de décréter un cessez-le-feu, une trêve juste pour sauver l'essentiel. Le football camerounais ne se modernisera pas au cœur d'un champ de bataille. Aucun développement n'est possible dans la discorde et la violence. Tension à la FECA volée, dialogue de sourds à la FECA rugby, guerre de texte à la FECA boxe, échange de tirs à la FECA foot. Des guerres à n'en plus finir, pourtant la première règle du sport, c'est le respect de l'autre, le fair play. Toujours en sport, le Cameroun est champion d'Afrique au Canada. Les Lions indomptables de la diaspora canadienne ont remporté récemment la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Gatineau, Ottawa, face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Retour sur la belle performance du Cameroun et les spécificités de cette CAN gâteau avec Daniel Anissé-Boudier. Devant plus de 4000 spectateurs, le Cameroun est sacré champion de la deuxième édition de la Coupe d'Afrique des Nations Gatineau-Ottawa ce 13 août 2023. Au stade Mont-Bleu, les Camerounais dominent par 2-0 la République démocratique du Congo. Loïc Ouimi signe le doublé. C'est ça le foot, c'est ce que ça procure, ça rassemble du monde et c'est ce qu'on aime. Les créateurs, ceux qui ont fait ça, je pense qu'ils ont bien réfléchi, puis ça peut être quelque chose de plus grand encore à l'avenir.
La compétition a été créée il y a tout juste un an dans le but de rassembler autour du soccer les communautés africaines d'Ottawa mais aussi de Gatineau, une ville du sud-ouest du Québec au Canada. Pour cette deuxième édition, des amateurs de 16 pays, africains en majorité, ont participé au tournoi qui a duré 7 semaines. Une compétition récréative, mais quand même récréative compétitive. Tu sais. Alors, après la deuxième année, les équipes se sont améliorées. Le Cameroun devient donc le deuxième pays à soulever le trophée de cette toute nouvelle compétition après le Canada, vainqueur de la première édition. Historique. La preuve que partout, le lion reste indomptable. Et à l'amélioration des performances des athlètes camerounais lors des compétitions internationales. C'est le but d'une formation de 3 jours que viennent de suivre des entraîneurs au stade Omnisport de Yaoundé. Voici le compte rendu de Daniel Anissé-Boudier. Vous avez compris, il n'a pas de chance. Ici, là, mais l'empaté. En athlétisme, le Cameroun est un réservoir de talent. Seulement, on compte à peine ceux qui réussissent à se hisser au top niveau. Ceci est selon des experts, dû au fait que beaucoup d'entraîneurs ne maîtrisent pas réellement les nouvelles techniques d'amélioration des performances. En collaboration avec la Fédération camerounaise d'athlétisme et la FENASCO, une trentaine venus de plusieurs régions bénéficient d'un renforcement de capacité à Yaoundé. On a vu qu'en donnant des méthodes d'entraînement, des approches, des nouvelles approches qu'on a de l'autre côté, ce savoir qui va amener ces coachs à mettre ce qu'ils ont en tête et évidemment appliquer ça sur les enfants qu'on a, il y aura une grande transformation. La formation théorique et pratique de 3 jours a été axée sur plusieurs modules parmi lesquels la maîtrise des techniques et gestes utiles dans la course de relais. Aussi, je suis devenu un instructeur des entraîneurs reconnus par la Fédération américaine. Donc j'avais le devoir moral et de revenir à apprendre au mieux les nouvelles choses que j'ai apprises. Les participants en ressortent édifiés, prêts à fabriquer de nouveaux champions. La région où je viens, à l'Est, on a des talents cachés là-bas. Il fallait juste ce genre de formation pour nous permettre de les transformer. Les résultats sont attendus sur la piste lors des futures échéances nationales et internationales. Go. That was okay, but you could do better. Et un mot à présent sur le 21e championnat d'Afrique de volleyball dames. Fin de la deuxième journée ce jeudi au Palais des Sports de Yaoundé. Le Cameroun cherche sa 12e victoire en ce moment face au Nigeria. Et rappelons que hier, les Lions indomptables se sont imposés en ouverture face au Burundi sur le score de 3-7-0. Nous espérons, avant la fin de ce journal, retrouver nos reporters actuellement au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Et à suivre dans ce 19h50, vous verrez la ville de Douala sera racontée en images dans le cadre d'une exposition à l'occasion de la Journée mondiale de la photographie. Et aux États-Unis, Donald Trump, toujours dans la tourmente. Donald Trump et ses co-accusés ont jusqu'au 25 août pour se rendre volontairement aux autorités américaines. L'ancien président est poursuivi pour manipulation de la présidentielle de 2020 en Géorgie. Crise au Niger. Une réunion militaire ouest-africaine se tient en ce moment au Ghana pour coordonner une éventuelle intervention militaire afin de rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays. L'île Piediou, Calvin Teca. Image de la prison du comté de Fulton à Atlanta en Géorgie où l'ancien président des États-Unis Donald Trump et 18 co-accusés devraient être incarcérés dans l'affaire de tentative de manipulation de la présidentielle de 2020 en Géorgie. L'ancien président et ses co-accusés ont jusqu'au 25 août à midi pour se rendre volontairement aux autorités. Déclaration du procureur Fanny Willis.
Le Conseil national électoral de l'Équateur a approuvé mercredi soir à l'unanimité la candidature du journaliste Christian Zurita à l'élection présidentielle de dimanche, en remplacement du centriste Fernando Villavicencio, assassiné la semaine dernière à la fin d'un meeting à Quito. Le jour du scrutin, c'est cependant le visage de Villavicencio qui figurera sur les bulletins de vote à la place de Zurita, car les bulletins ont déjà été imprimés, selon la Commission nationale électorale. Les soldats équatoriens sont déployés dans tout le pays pour aider à la préparation des élections. La commission électorale du Zimbabwe organise une réunion d'information à l'intention des observateurs en vue des élections de 2023 qui se tiendront la semaine prochaine. La commission électorale du Zimbabwe n'est pas influencée par le gouvernement, des individus ou d'autres organisations, comme on le prétend parfois. Affirmation de Priscilla Chigumba, présidente de la commission électorale du Zimbabwe, avant d'ajouter que la commission est prête à organiser les élections harmonisées de 2023 à la suite d'initiatives réussies d'inscription des électeurs. Les chefs d'état-major des armées ouest-africaines ont commencé leur réunion ce jeudi au Ghana pour discuter d'une éventuelle intervention armée au Niger après le coup d'État mené par des militaires contre lesquels Berlin a réclamé des sanctions européennes. Si l'option d'une opération armée reste sur la table, la CEDEAO semble encore privilégier la voie du dialogue avec le régime militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier et placé le général Abdourahmane Tiani à la tête du pays. Sur le front diplomatique, l'Allemagne a haussé le ton ce jeudi en appelant l'Union européenne à prendre des sanctions contre les auteurs du coup d'État au Niger, un pays crucial pour l'approvisionnement du continent européen en uranium. Douala exposé dans toute sa splendeur. Les clichés de la ville ont été présentés ce jour en prélude à la célébration de la Journée mondiale de la photographie à la salle des fêtes de Aqua. Ils étaient nombreux à assister à cette présentation, parmi lesquels nos reporters Haroun Azira et Stéphane Bilac. Ils revêtent le mur, ces anciens clichés de Douala, prises depuis plusieurs années. Ces photos montrent l'évolution de la ville. En noir et blanc, ces images apportent une touche vintage à l'exposition, un effet qui attire la curiosité des passants. Cette rétrospection en pellicule rend la présentation historique. Cette exposition, c'est donner un sens au thème de la Journée mondiale de la photographie 2023. Cela nous a amené à faire une exposition portant sur la rétrospective sur la ville de Douala. Les plus vieilles que nous avons là datent de peut-être 25 ans. Mais nous aurions voulu montrer Douala, c'est il y a 50 ans, 40 ans. La conservation des images est l'une des préoccupations majeures des photographes. Avec l'avancée de la technologie, elle se fait plus aisément. Avec la nouvelle technologie, nous pouvons conserver ça même dans nos boîtes Google et tout. Et vraiment, je crois que c'est la meilleure. La Journée mondiale de la photographie se tiendra ce samedi 19 août. À cette occasion, la Mutuelle des photographes professionnels de Douala prévoit une conférence débat et une exposition. Et reparlons du 21e championnat d'Afrique de volleyball dames. Fin de la deuxième journée ce jeudi au Palais des Sports de Yaoundé où le Cameroun cherche actuellement sa deuxième victoire face au Nigeria. Retrouvons Daniel Anissé-Boudjié et Michel Foucault. Bonsoir Alain Ghislain Kanga et bienvenue ici au Palais polyvalent des sports de Yaoundé où les Lions indomptables du Cameroun sont à la quête de leur deuxième victoire en autant de journées ici au championnat d'Afrique de volleyball. Dames, Cameroun-Nigeria, c'est l'affiche à l'instant juste derrière moi. Beaucoup de frayeur au début puisque les Lions ont failli se faire prendre au début par l'équipe nigériane. Heureusement, elles se sont reprises rapidement et ont remporté le premier set face au Super Falcons du Nigeria, 25-16 pour le premier set. Actuellement, le deuxième set se déroule et le Cameroun est toujours devant. En ce moment, le Cameroun mène 15-4 pour le Nigeria. Il faut rappeler à Alain Ghislain Kanga que ce match c'est le 6e de la journée. Déjà en journée, le Maroc s'est imposé face à l'Ouganda 3-7-2. Le Rwanda a battu le Lesotho 3-7-0 et l'Égypte
s'est également imposé face au Mali 3-7-0 et c'est la deuxième défaite pour le Mali. En attendant le troisième set ici donc au Palais des Sports de Yaoundé, il est annoncé juste après cette rencontre une conférence de presse des deux équipes et demain on discutera les matchs de la troisième journée. Depuis le Palais polyvalent des Sports de Yaoundé, Daniel Anissé-Boudier et Michel Foucault pour Canal 2 International. Beaucoup Daniel Anissé-Boudier et Michel Foucault qui suivent cette actualité de bout en bout pour Canal 2 International et c'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.